Bien, bonjour à tous. Je m'appelle David Dieudonné, je suis le nouveau représentant du News Lab de Google en France. Le News Lab, pour vous dire en deux mots ce dont il s'agit, c'est une équipe assez récente à Google qui a été lancée l'année dernière, en 2015, à l'été 2015, pour renforcer l'innovation à l'intérieur des rédactions dans le cadre d'un dispositif global de Google pour favoriser l'innovation dans les médias, qui a un axe central que vous connaissez sans doute, qui est le Fonds pour l'innovation. Également le développement de produits spécifiques destinés à améliorer le reach entre guillemets des médias, donc à la fois AMP, les pages qui ont un chargement accéléré sur mobile qui permettent une meilleure consultation pour les usagers, et le player YouTube. Et donc le News Lab vient en complément de ce dispositif comme un axe de recherche et de formation pour familiariser davantage encore les journalistes avec l'usage des outils Google, ce dont on va voir des exemples aujourd'hui. Également partager avec eux des données qui sont à la fois des données géographiques ou de l'ordre de l'imagerie satellite. Vous allez en voir des exemples tout à l'heure, grâce aux images que Google capte avec des satellites et des contrats avec des sociétés de satellites. Mais également des données qui concernent l'activité des usagers sur le moteur de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens cherchent au quotidien, et depuis l'année dernière, la capacité qu'on a de savoir où se porte l'intérêt des gens sur Internet à la minute. Enfin, la troisième partie de notre travail consiste à nouer des partenariats entre des rédactions, des écoles de journalisme par exemple, des écoles d'autres disciplines, et puis des startups pour renforcer l'écosystème et rendre l'innovation plus riche. Donc l'ensemble de nos activités et surtout les tutoriels qui permettent d'appréhender chacun de nos outils sont disponibles sur le site du News Lab, dont je vous engage à noter l'adresse là-haut. Donc vous verrez comment un journaliste en une dizaine de minutes peut apprendre à se familiariser avec un des outils dont on va voir tout à l'heure quelques exemples. Donc aujourd'hui, je vous propose d'abord de commencer par un petit survol de 4 des grands outils que peuvent utiliser les journalistes dans la production de contenus innovants et dans l'investigation journalistique. Donc Maps, un outil de cartographie, Fusion Tables également, qui est plus proche du data journalisme strict, mais aussi Street View, qu'on a coutume d'utiliser dans des fonctionnalités très courantes, mais qui ont aussi des applications journalistiques très intéressantes, on va le voir, et Google Earth Pro, qui est la version pour les pros de Google Earth qu'on a coutume d'utiliser pour survoler sa maison de campagne ou survoler des endroits où on a envie d'aller en vacances. Donc la première fonctionnalité, c'est Maps, la chose un peu la plus simple qui vous permet de repérer la localisation d'un endroit. Donc là, en l'occurrence, j'avais pris l'exemple de Ouest France, mais surtout de partager cette cartographie, l'embedder directement dans le site. Alors là, c'est l'adresse d'un journal, bien. Ça peut être aussi l'adresse d'un fait divers. Ça peut permettre immédiatement, après justement la commission d'un fait divers, de pouvoir donner à son lecteur une représentation géographique de l'endroit où l'acte a eu lieu. Maps, c'est aussi un fond de carte que l'on peut enrichir d'informations que le journaliste a collectées lui-même et qui viennent en surimpression par rapport au fond de carte que Google a construit. Donc là, en l'occurrence, un exemple pour illustrer comment le vol de la Malaisienne s'était crashé. Tout de suite, pouvoir mettre sur une carte la trajectoire de l'avion et l'endroit exact du crash. De la même façon, ces cartes sont embeddables, ce qui permet d'être tout de suite sur le site web du média. Donc là, des exemples un peu concrets, là dans Vice par exemple aux États-Unis, comment utiliser Maps pour faire une sorte de guide des adresses intéressantes pour les visiteurs. Là, en période de catastrophe, comment Maps peut permettre de représenter la zone affectée avec des icônes, mais aussi des indications de surface. Aussi un outil d'engagement. Là, la BBC avait utilisé Maps pour représenter une série qu'ils avaient fait auprès de leurs auditeurs. C'est-à-dire qu'ils avaient demandé à leurs auditeurs de prendre des photos et de les faire circuler sur Twitter de grands événements climatiques qui avaient eu lieu cet été-là, des grands orages. Et ensuite, ils ont repéré sur MyMaps les différents événements et les différentes photos, ce qui permettait à la fois de donner une représentation géographique d'un phénomène climatique et de rendre compte d'un engagement avec son audience.
Ici, ces MyMaps utilisés non pas pour produire de l'information, donner à voir de l'information, mais comme source d'information, c'est-à-dire utiliser une Maps, en l'occurrence des pompiers de Californie, pour trouver de l'information et illustrer son papier autant que l'informer. L'ensemble de ces fonctionnalités sont expliquées sur les tutoriels qui ont été donc mis sur le site du Newslab, que vous pourrez trouver facilement ici. Il y a également, au-delà des Maps elles-mêmes, l'accès possible à l'API de Maps, qui permet à des journalistes de construire leur propre infographie ou leur propre visualisation sur la base d'une carte. Là, en l'occurrence, c'est le site Street Press qui avait construit une espèce d'infographie interactive des endroits où vivre la Coupe de l'Euro. Un autre outil très intéressant, Fusion Tables, qui est un outil donc davantage de data journaliste, qui permet de représenter des grandes masses de données sur un fond cartographique. Et ainsi de faire davantage encore que de la représentation ou de la visualisation, réellement de l'enquête, comme on va le voir dans un exemple tout de suite. Alors ça avait été remarquablement fait par Ouest France pendant la période de pénurie d'essence, donc qui avait demandé à ses lecteurs d'indiquer quelles étaient les stations qui étaient alimentées ou pas alimentées, et ainsi ensuite représenter ça sur un fond de carte grâce à Fusion Tables. Ça avait été fait également par le Guardian pendant la guerre en Irak, qui avait cherché à représenter point par point l'ensemble des morts et des victimes de la guerre en Irak. Et enfin, cette application vraiment de l'ordre de l'investigation faite par la Nation, qui avait eu un doute sur le bilan d'inondations qui avait eu lieu à La Plata. Le gouvernement avait dit 51 morts. Et ils avaient cherché à, comme un peu dans le film Spotlight, dans les archives de l'état civil, chacune des personnes, chacun des actes de décès pendant la période de l'inondation. Ils ont représenté ça ensuite sur une carte qu'ils ont superposée à la carte de l'inondation elle-même. Et ils se sont aperçus qu'en fait, pendant la période de l'inondation, un grand nombre de personnes avaient péri dans la zone inondée qui n'était pas dans le bilan officiel du gouvernement. Et ainsi, ils ont permis d'identifier 27 décès supplémentaires dans ce bilan qui avait été un peu revu à la baisse par les autorités. Donc là, en l'occurrence, réellement découvrir quelque chose et initier dans ce cas précis une enquête de justice pour le mettre au jour tout à fait officiellement. Au-delà des instruments de cartographie, Street View, qu'on connaît beaucoup dans la vie quotidienne, quand on va à un rendez-vous, quand on se déplace, peut également être utilisé dans des applications journalistiques. Donc Street View, vous le connaissez, c'est un outil qui s'appuie sur des photos qui sont prises notamment par des voitures Google en permanence dans les villes et au-delà des villes, avec des dispositifs plus légers, qui permettent de représenter à la fois les rues, mais aussi des zones, des parcs naturels, même des zones sous-marines, des points remarquables, en l'occurrence à Dubaï. Mais lorsque l'on consulte les images Street View de façon historique, grâce à une fonction historique que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais qui existe tout à fait en haut à gauche de l'écran lorsqu'on consulte Street View, on peut remonter sur les précédents passages de la voiture Google et ainsi donner une illustration d'un chantier sans même y être. Ainsi, vous pouvez raconter l'histoire de la construction des Freedom Towers sans même aller à New York, juste en montrant le séquençage comme ça des images. J'ai fait l'exercice, par exemple, avec le Parisien, qui avait fait ce petit article pour expliquer la destruction d'une tour au bord du périphérique à la porte de Clignancourt, en me demandant comment est-ce qu'avec Street View on aurait pu représenter ça autrement. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le format assez connu de l'avant-après. Avant la tour, après la tour a été détruite. Déjà avec Street View, on a une représentation un peu surélevée, on peut situer la tour dans son environnement. Vous voyez bien la porte de Clignancourt ici, l'hôpital Bichat. On peut ensuite approcher la tour par différents angles, grâce aux différents passages de la voiture Google. Et surtout, on peut ensuite reculer dans le temps. Alors, je vais le faire en sortant du mode plein écran. J'espère que ça ne va pas être la catastrophe totale. Ça va vous permettre... Alors, en plus, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que depuis la dernière fois où j'ai fait cette présentation, il y a eu un nouveau passage de la voiture Google. Et donc, on voit une étape encore supplémentaire du dispositif. Donc, vous voyez, c'est là-haut, la petite molette Street View. Vous allez sur la dernière, elle est complètement détruite, n'est-ce pas?
vais vous le mettre en plus grand, comme ça vous verrez mieux. Vous appuyez sur la fenêtre, ainsi ça la représente tout à fait. Donc ça, c'est la tour détruite, c'est après. Et quand vous remontez dans le temps, vous voyez les précédentes étapes. Et vous avez à chaque fois la date. Donc vous voyez la tour détruite, là, condamnée pour le chantier, là, apparemment vide. Ici, avec encore des poubelles, donc probablement habitées. Et ici, tout à fait habité, puisqu'on voit encore un habitant sortir. Donc c'est un outil intéressant pour raconter une histoire en images au fil du temps. Vous allez voir qu'il y a la même fonctionnalité sur Google Earth Pro qui permet de faire la même chose avec des images satellites. Google Earth Pro, donc, c'est un dispositif que vous pouvez télécharger, qui est gratuit, dont l'usage est gratuit pour les médias, la seule condition étant l'attribution à Google et à l'entreprise de satellite qui fournit les images, et qui permet donc de représenter soit en 3 dimensions quand il s'agit de grandes villes, comme ici New York, Paris également, soit des photos aériennes, satellitaires, pardon, comme là-haut, soit des photos de relief, ici la zone du crash de l'avion de Germanwings, vous savez, dans les Alpes françaises, il y a quelque temps. L'intérêt, c'est que pour certains cas de breaking news, là en l'occurrence, la prise d'otage d'In Amenas, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Algérie, cette zone, ce site d'extraction gazière, qu'on ne pouvait pas survoler, parce que c'était une zone trop compliquée à survoler, où les journalistes n'avaient pas d'accès parce que c'était extrêmement loin. On a tout de suite pu, grâce à Google Earth Pro, montrer l'endroit où avait lieu la prise d'otage, et tout de suite ça a été repris par tous les médias, y compris les médias américains en direct, vous voyez, comme une source d'information immédiate. Alors ce qui est intéressant, c'est que en plus de la base d'images satellites qui figure dans Google Earth Pro, donc que vous téléchargez, sur laquelle vous naviguez, lorsque vous vous inscrivez sur ce groupe, dont je vous invite à noter l'adresse là-haut, vous recevez des mises à jour à chaque fois qu'il y a un gros événement pour lequel on extrait des images satellites nouvelles. C'est arrivé, par exemple, récemment pour le tremblement de terre en Italie. On a redistribué à l'ensemble des médias qui étaient inscrits sur le groupe assez rapidement des images satellites fraîches de la zone qui avait été sinistrée. Vous voyez, donc ça arrive comme ça. Ensuite, vous pouvez le télécharger. Ça permet de superposer les cartes, comme vous voyez ici le crash de l'avion de la Malaisiane. Vous pouvez montrer la zone de crash avant le crash et la zone après. C'est ce qu'a fait le New York Times ici. Vous voyez, on peut faire de la même façon un avant-après. Là, c'est une précédente alerte qui avait été fournie lors des... Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au printemps dernier, un très grand incendie qui avait lieu au Canada. On avait fait circuler ces images de la zone sinistrée. Et le Parisien encore avait eu la très bonne idée de comparer une petite zone qui était une zone pavillonnaire complètement sinistrée avec sa précédente représentation sur Google Earth Pro. Donc on voit la zone pavillonnaire intacte et ensuite sinistrée. Ça fait des avant-après très efficaces. Là, c'était un autre exemple dans l'actualité, les Jeux Olympiques de Rio, pour laquelle on a fourni des images plus récentes de chacune des zones qui avaient été en chantier justement pour les Jeux Olympiques. Là, on voit là-dessus le déraillement d'un train en Allemagne. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette explosion très importante dans une zone portuaire en Chine, où on voit grâce à l'image satellite l'étendue des dégâts. La rupture d'un barrage ici au Brésil, où on voit la boue se répandre sur la zone. Et là, gagner la mer. On peut voir aussi au fil du temps évoluer la densité d'un camp de réfugiés, ici en Jordanie. On a fait avec France 24 récemment un exercice autour de Calais, parce qu'une des journalistes revenait de Calais et avait identifié une zone où un camp s'était spontanément formé, et on avait pu ainsi voir l'historique aussi de l'installation des tentes. Donc ça peut être extrêmement proche de nous également, tout autant que des grands enjeux internationaux. Là, cette montée en gif, si vous voulez, la construction du stade de la Maracanã au fil du temps. Ça, c'est la zone du barrage de Sivins, plus proche encore de nous. On voit avec l'historique. Ça, c'est la dernière image satellite disponible du site. Et lorsque vous reculez dans le temps, vous arrivez à voir la zone telle qu'elle était avant le chantier. Donc vous pouvez de la même façon faire une représentation avant-après
et mieux mesurer aussi l'enjeu du conflit. Donc ces images, elles sont téléchargeables très simplement à partir de Google Earth Pro en haute définition sous forme de JPEG. Et vous pouvez trouver des tutoriels sur la façon de s'y prendre sur le site du News Lab également. Vous avez aussi des détails sur la façon dont ces images sont collectées, les sources. Et puis, sur Google Earth Pro, ce qui est intéressant également pour les médias en ligne, et également pour les télévisions, c'est qu'on peut monter ces images de façon dynamique sous la forme d'un film. Si vous voulez, je vous montre celui-ci qui est probablement le plus spectaculaire, qui est le montage qu'a réalisé le New York Times après les attaques de novembre à Paris. Là, c'est le JDD qui avait fait le même type d'exercice pour naviguer d'un stade à l'autre des stades de l'euro. Donc, ce sont des applications qui sont assez faciles à fabriquer soi-même. Là aussi, vous pouvez utiliser un tutoriel qui est sur le site du News Lab et qui vous permet d'aller pas à pas construire votre petit film. Donc, pour télécharger le logiciel, c'est simple, vous allez le prendre sur Internet. Il y a simplement à noter cette clé qui permet d'en bénéficier gratuitement. En fait, il se trouve qu'au début, c'était un logiciel qui était payant et qui maintenant est gratuit, donc il faut en profiter. Voilà pour cette partie des outils Google qui ont des intérêts absolument immédiats pour les journalistes. Bonjour. Bonjour. Je suis à gauche, en fait. Enfin, à droite pour vous. D'accord, parfait. J'ai une question très pratique. Qu'est-ce qu'on met comme avant-après avec des photos Street View? Qu'est-ce qu'on met comme crédit photo? Il suffit simplement de créditer Google. Ouais. On met quoi? Google Street View ou juste Google? Ouais, oui. D'accord. Okay. L'ensemble des consignes de crédit sont également sur le site, vous le trouverez. Mais sur Street View, il n'y a pas de truc spécifique. Là où c'est spécifique, c'est sur Google Earth Pro parce que les images sont acquises indirectement par l'intermédiaire d'une société d'imagerie. Oui, vous avez un labo à l'intérieur du siège de Google à Paris pour les journalistes en libre accès ou sur session, invitation, etc. Comment ça se passe? Ouais, on n'a pas réellement de laboratoire à Paris pour les journalistes dans la mesure où du News Lab, je suis le seul représentant à Paris avec, pour m'aider, un data analyst qui permet d'extraire la donnée Trends dont on parlera tout à l'heure. Donc on n'a pas encore de lieu spécifique, enfin on n'a pas de lieu spécifique, je ne sais pas si ça viendra un jour. L'idée est qu'on est à la disposition des journalistes, donc on a vocation à aller plutôt à leur rencontre dans les rédactions. Ouais. Mais on organise quelquefois des ateliers à l'intérieur de Google. Je l'ai fait lorsque je suis arrivé au printemps. On a fait un premier atelier. Quelquefois, lorsque des experts sur un outil viennent à Paris, l'autre jour, c'était une experte justement de Google Earth Pro et de
de Fusion Tables qui était de passage de Mountain View et qui a donné un petit workshop de 3 heures à un certain nombre de data journalistes qui étaient très très calés déjà sur l'outil et qui voulaient des perfectionnements très avancés. Je pensais aux alertes dont vous parliez tout Ouais. à l'heure. Est-ce qu'on peut formuler des demandes spécifiques d'alerte? Par exemple, si demain la zone de Notre-Dame-des-Landes est évacuée, Absolument. est-ce qu'on Ouais. peut vous formuler une demande en fait pour avoir l'avant-évacuation et le moment Alors, de c'est l'évacuation? dans un monde idéal, ça devrait être exactement comme vous le décrivez. Après, il y a un temps de réactivité qui fait que quelquefois, c'est pas possible. Il y a quelquefois aussi des contraintes météo surprenantes. Par exemple, lorsqu'il y a eu de grandes inondations récemment, je ne sais plus, c'était tout à fait, enfin, tout le pays était réellement concerné. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on fasse des prises de vue particulières et on m'a dit avec plaisir, sauf que dans les cas d'inondation, il y a une couverture nuageuse qui fait qu'on ne voit rien. Et donc malheureusement, les images étaient mauvaises. Mais dans l'idée, absolument, on a vocation à faire remonter des demandes sur Amatrice, et par exemple, c'était le cas. Donc c'est venu d'Europe et ensuite Mountain View a rapatrié les images. Ouais. Et les demandes, on vous les formule sur une adresse Oui, vous n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Mon adresse, elle est là. Je vais vous la remettre. C'est dvdn@google.com. Pourquoi est-ce que le News Lab a été créé et c'est quoi les perspectives d'évolution dans le futur? Déjà, il a été créé pour répondre à un besoin qui s'exprimait dans les rédactions, particulièrement aux États-Unis, où les journalistes avaient envie d'en savoir davantage sur la façon dont ils pouvaient tirer un meilleur parti justement des outils et avoir un interlocuteur à Google qui puisse les aider à appréhender mieux la technologie et à bénéficier d'un meilleur accès aux données. Et donc cette équipe s'est constituée un peu là-dessus. Ça a coïncidé avec le moment où justement la donnée Trends est devenue instantanée. Donc il y avait un intérêt supplémentaire, si je puis dire, à avoir des gens qui soient en mesure justement de transmettre cette donnée. Et puis c'est un lieu, pas précisément de laboratoire, c'est-à-dire c'est un lieu de co-construction de nouveaux formats avec des journalistes. Et donc on est sans cesse dans une interaction avec des journalistes à la pointe de l'innovation qui nous disent mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que vous auriez une possibilité de nous aider à faire ci ou à faire ça? Et ça aboutit à des collaborations qui sont extrêmement intéressantes au final. Je voulais savoir si le fait qu'il y ait des outils de captation maintenant en 360 pour faire du Street View, voire d'autres choses, mais ça a généré, je dirais, des contenus supplémentaires, des contributions auprès de Google. Ouais, absolument. Street View, la possibilité qu'on a sur Street View, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais d'uploader justement des images à 360 degrés permet des applications journalistiques très intéressantes, y compris pour les avant-après, et pour l'intégration au sein même des sites web de ces images panoramiques. Donc il y a beaucoup d'applications, je pourrais vous en montrer. En fait, j'ai fait quelques démonstrations de cardboard à l'extérieur de la salle tout à l'heure sur justement les fonctionnalités de reportage immersif que nous faisons avec des médias. J'aurai beaucoup de plaisir à vous en montrer davantage tout à l'heure si vous voulez, y compris pour Street View. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous connaissiez tous ces fonctions d'historique de Street View et Google Earth? Je vous avoue que moi-même, qui était journaliste il y a encore 6 mois, je ne les connaissais pas. Donc, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Parce que c'est très fort. Moi, je crois depuis toujours, mais la connaissance qu'on en a, parfois, c'est extrêmement fort en tout cas. Par exemple, l'autre jour, je découvrais, en lisant un article sur la prison de la Roquette à Paris, je testais la zone de la prison de la Roquette. Je ne sais pas si vous êtes familier, c'est une prison qui était à côté de la Bastille, au-dessus de la place Voltaire, dans un endroit juste en dessous du Père-Lachaise, un endroit où maintenant il y a un jardin public. Et en fait, lorsqu'on va dans l'historique Google Earth, on retrouve des vues aériennes de 49, où on voit la prison de la Roquette avant qu'elle ne soit détruite et remplacée par ce jardin public. Donc c'est assez fascinant de se dire qu'on peut même faire des avant-après de cette amplitude sur l'histoire d'une ville. Et je vous engage à tester ça sur votre ville et sur l'histoire de votre ville. Très intéressant. Au-delà des chantiers récents, au-delà de, bien sûr, Notre-Dame-des-Landes, je pense qu'il doit y avoir des applications intéressantes, ouais, mais fonctions historiques très intéressantes aussi. Ouais.
Ça dépend en fait à chaque fois, de chaque endroit. Mais on a parfois des surprises. Je vous avoue que là, le truc de la prison de la Roquette, jamais j'aurais imaginé tomber dessus, quoi. Et c'est assez fort. Ouais. Donc, ouais, non, juste une petite question pour être sûr sur les droits. Donc, Ouais. du coup, Ouais. on peut utiliser aujourd'hui des images Google Street View dans le journal également, Bien sûr. en sortie, Bien sûr. voilà, en créditant simplement Google, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, ok. Si vous voulez vraiment vous rassurer, vous avez une page Ouais, sur les c'est bien, attributions non, je- que je vais vous retrouver si vous voulez. Voilà, c'est cette page qui s'appelle Permissions. Et vous avez le détail là. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est bien ça. Vous avez tous les détails là donc. D'autres questions? Voilà, sur la couverture satellite, vous avez des accords particuliers avec des fournisseurs Absolument. d'images. Mm. Et est-ce qu'à terme, Google envisage, comme c'est le cas, je crois, pour Mapbox, qui envisage de rentrer dans le lancement en fait, de satellites de captation d'images à des échelles très fines, est-ce que vous envisagez à terme de devenir fournisseur à la demande d'images très pointues, voilà, comme ça, Ça, je enfin, vous très avoue que- ciblées? Ouais, ça, je vous avoue que ça dépasse là aussi le champ de mes compétences, la stratégie sur ce point-là. En revanche, Google est d'ores et déjà propriétaire d'un satellite qui s'appelle Terabella. Donc vous verrez sur certaines images que le fournisseur, c'est donc nous-mêmes. Donc il y a par l'intermédiaire de Terabella des images qui sont produites, entre guillemets, ou en tout cas possédées directement, en plus des satellites que vous verrez souvent revenir comme Digital Globe ou des satellites européens. Sur le fait de pouvoir remonter dans le temps sur les photos satellites, Ouais. est-ce qu'il est, alors commercialement, est-ce que c'est compliqué pour vous de récupérer d'autres images satellites et de les intégrer dans cette fonctionnalité de remonter dans le temps, parce qu'il existe aussi beaucoup d'autres fournisseurs d'images satellites qui ne sont pas forcément en charge par Google. Donc Ça, je sais pas très bien qu'il y a à comment terme une sorte d'outil comme ça? je ne sais pas comment ça se passe commercialement dans l'acquisition des images. Et je ne sais pas quelle est la stratégie dans ce domaine-là. La seule chose que je sais, c'est que les images, elles existent et qu'elles sont utilisables d'ores et déjà pour les journalistes. Donc, après, sur la stratégie de l'entreprise dans ce domaine-là, je vous avoue que je ne suis pas qualifié pour répondre. Je vous montre, si vous voulez, rapidement comment on fait cette historique. Si vous voulez voir, par exemple, vous voyez, donc, dans Google Earth Pro, vous tapez par exemple Sivens. Donc, vous avez la navigation classique vers la zone. Donc là, vous avez d'office, si vous voulez, l'image la plus récente. Et ensuite, vous allez dans cette... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur là-haut, là. Et c'est là qu'on trouve la fonction d'historique. Et donc, il suffit de remonter dans le temps comme ça avec la petite molette. Et vous avez les précédents passages comme ça. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les slides. Et vous le voyez de façon dynamique ici. Voilà. Je crois pas, non. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux télécharger Google Earth Pro. Ouais. On l'a essayé l'autre fois avec des journalistes. Ça marchait pas de la même façon que l'espèce de survol, là, le tour. C'est moins aisé que sur Google Earth Pro. C'est la raison pour laquelle je vous recommande ça. Un autre que j'ai fait, juste si vous voulez, pour finir, qui est quand même assez... que j'avais trouvé amusant, le MUSEM à Marseille. Là, c'est dans l'exemple d'un chantier, c'est tout à fait intéressant de voir... J'étais avec des journalistes de la Provence qui me disaient « Ah, vous savez, avant le MUSEM, il y avait un terrain vague avec un cirque. » Ils me disaient. Je dis « Ah bon ?» et on a regardé, et quand on regarde les images précédentes, déjà, on s'aperçoit d'une chose que je ne savais pas, qui était qu'en fait, cette avancée de mer dans la construction architecturale, en fait, elle est artificielle. Autrefois, il n'y avait pas d'eau. Mais surtout, quand on remonte sur la dernière image, c'était
on s'aperçoit que c'était effectivement un terrain vague avec un cirque. Donc c'était assez drôle, c'était l'exacte illustration de la conversation qu'on venait d'avoir. Et vous avez ensuite, vous voyez le crédit, il est là, quoi. Digital Globe, c'est ici. Et vous avez là la date de l'image, là en l'occurrence le 22 avril 2002. Vous le voyez ici, ouais, pardon. En fait, l'idéal, c'est de la télécharger sous forme de JPEG et ensuite d'utiliser, vous savez, ces petits outils qui permettent de faire le balayage. Là, je ne sais pas si vous en connaissez. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai découvert un récemment qui avait été aidé par la Knight Foundation, qui est assez bien parce que justement, il n'y a pas de... C'est ça, c'est celui-là, ouais. Parce que justement, il n'y a pas de logo et tout ça. Et du coup, c'est assez chouette. Si on arrive à bien superposer le... En fait, ouais, vous la téléchargez... Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Save, voilà. Après, vous faites Save Image. Vous pouvez utiliser ces options-là pour enlever les légendes et l'échelle. Vous voyez, vous décochez les trucs ici. Et ensuite, vous choisissez votre résolution. Puis ensuite, vous cliquez sur Save Image et vous avez un JPEG qui va se télécharger direct sur votre... Non, non. Non, c'est juste un fichier, vraiment.